On a tous un peu ce sentiment, non? L'impression que les règles du jeu ont changé, mais que personne nous a vraiment distribué le nouveau manuel. Les certitudes d'hier, les équilibres qu'on pensait gravés dans le marbre, tout ça semble de plus en plus flou. On sent bien qu'il y a une redistribution des cartes, mais c'est difficile de savoir qui a quelle main. C'est précisément là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. On a une analyse passionnante qui décrit la transition d'un monde, disons, unipolaire, vers un système multipolaire. Mais au-delà de l'étiquette, notre mission, c'est de comprendre le nouveau logiciel de la planète. Qui sont les nouveaux acteurs qui comptent, comment ils jouent, et comment les puissances d'hier s'adaptent ou pas à cette nouvelle donne. Oui, et ce qui est vraiment frappant dans cette analyse, c'est pas tant l'idée du monde multipolaire en soi, on en parle depuis des années. C'est la thèse que ce monde, il n'est pas juste fragmenté, il est devenu activement transactionnel. Ah oui, transactionnel. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les alliances ne sont plus forcément basées sur des valeurs, une histoire commune, mais de plus en plus sur des deals, des intérêts ponctuels, au cas par cas. L'analyse suggère qu'on assiste à un changement complet de logiciel. Et ce basculement, il n'est pas arrivé par hasard. C'est le fruit d'une série de chocs, en fait. Allez, on décortique ça. Justement, quels sont ces chocs? Qu'est-ce qui a servi de catalyseur pour que l'ancien système se fissure à ce point? Ce que le texte met en lumière, c'est moins un événement unique qu'une convergence, une sorte de tempête parfaite. D'accord. D'abord, il y a eu les crises économiques à répétition. Ça a ébranlé la confiance dans le modèle dominant. Ensuite, la pandémie. Ça a été un révélateur brutal. On a vu à quel point nos chaînes d'approvisionnement étaient fragiles. Oui, on s'en souvient. Ça a ravivé l'idée de souveraineté un peu partout. Et puis, on ajoute à ça des conflits armés majeurs, avec des conséquences sur l'énergie, sur l'alimentation, et une rivalité technologique de plus en plus féroce. Chacune de ces crises, prise seule, était gérable, disons, mais l'accumulation de tout ça a créé une pression immense qui a accéléré une transformation qui était déjà en germe. Et au cœur de cette transformation, l'analyse zoome sur un acteur en particulier, la Chine. Elle est décrite comme une puissance globale incontournable, on l'entend souvent, mais concrètement, comment ça se manifeste? C'est juste une question de PIB? Non, c'est bien plus que ça. L'analyse détaille une stratégie très patiente et multidimensionnelle. Il ne s'agit pas d'une influence qui s'impose par la force, mais qui se construit, qui s'infiltre en quelque sorte. D'accord. Elle est à la fois économique, via des investissements massifs, commerciale, en devenant le partenaire indispensable pour des dizaines de pays, et stratégique, en tissant un réseau de dépendance. Le but, c'est pas de renverser la table, c'est de construire une table parallèle où la Chine est au centre. Et quand on parle de construire, on pense forcément aux nouvelles routes de la soie, mais ça reste souvent un concept un peu abstrait. L'analyse donne des exemples concrets de cette influence. Absolument. Et c'est ça qui rend la chose tangible. Quand le document parle de ces infrastructures, il ne faut pas juste imaginer des autoroutes en Asie centrale. Il donne l'exemple du port du Pirée en Grèce, racheté et modernisé par une entreprise chinoise. Ah oui, bien sûr. Ce n'est plus seulement un port grec, c'est devenu la porte d'entrée principale pour les produits chinois au cœur de l'Union européenne. C'est un point stratégique? Exactement. Ou encore les investissements dans les mines de lithium en Amérique latine. Ce ne sont pas juste des placements financiers. C'est une manière de sécuriser l'accès aux ressources indispensables pour les technologies de demain. Chaque projet a ce double objectif, économique pour la Chine et stratégique pour son influence. Donc on a une Chine qui construit patiemment son réseau, la stratégie du bâtisseur. Mais ce n'est pas le seul jeu qui se joue. L'analyse met en lumière un acteur au style radicalement différent. La Russie qui semble préférer le rôle du grand perturbateur. Comment ces deux stratégies, construction d'un côté, disruption de l'autre, coexistent sur l'échiquier? C'est une excellente question parce que ces deux approches sont les deux faces du même phénomène, la contestation de l'ordre ancien. Pour la Russie, les piliers de sa puissance sont différents. L'analyse insiste sur 2 points. D'abord, elle reste une puissance militaire de tout premier plan. L'arsenal nucléaire, la capacité de projection, ça la rend incontournable. Et l'énergie? Et l'énergie, bien sûr. C'est un géant énergétique, un levier majeur. Sa stratégie, telle qu'elle est décrite, c'est pas de construire un ordre alternatif, c'est de démontrer les failles de l'ordre existant. Elle cherche activement à créer des brèches, à exploiter les divisions, et à se rapprocher de tous ceux qui veulent un monde moins dominé par l'Occident. C'est moins une stratégie de long terme qu'une tactique, disons, de déstabilisation permanente. D'accord. Donc on a les grands blocs, la Chine, les États-Unis, mais l'analyse semble dire que la vraie nouveauté, elle est peut-être ailleurs.
chez des acteurs qu'on a longtemps qualifiés d'émergents et qui sont bien là maintenant. On parle de qui exactement? Et pourquoi leur rôle devient si important maintenant? C'est un point absolument central. On parle ici des puissances intermédiaires. Des pays comme l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Turquie, l'Arabie Saoudite D'accord. est devenue telle qu'on ne peut plus les ignorer. Et leur heure est venue parce que ce monde transactionnel dont on parlait leur offre une opportunité historique. Laquelle? Celle de ne plus avoir à choisir un camp. Attends, là, il y a un passage qui est fou. Le document utilise l'expression non-alignement 2.0. Ça fait penser à la guerre froide, mais la description est totalement différente. C'est quoi ce non-alignement version 21e siècle? C'est clairement ça. Pendant la guerre froide, le non-alignement, c'était une posture politique, presque idéologique. Aujourd'hui, ce non-alignement 2.0 est purement pragmatique. La formule qu'il résume est très parlante: coopérer avec tous, dépendre de personne. C'est clair? Ces pays défendent avant tout leurs intérêts nationaux. Ils vont acheter des armes à la Russie, signer des contrats technologiques avec les États-Unis, faire financer une infrastructure par la Chine et négocier un accord commercial avec l'Europe. Ils refusent de s'enfermer dans une seule alliance. Ils ont compris que dans ce monde fragmenté, leur meilleure carte, c'est leur liberté de manœuvre. En gros, ils sont les agents libres de la géopolitique. C'est l'image parfaite. Ils signaient des contrats à la saison, pas pour toute une carrière. Et l'exemple qui incarne le mieux cette dynamique, c'est le groupe des BRICS. Justement, les BRICS. Pour rappel, à l'origine, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Un club qui vient de s'élargir massivement. L'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie. Au départ, c'était un acronyme d'économistes, mais l'analyse montre bien que c'est devenu une véritable plateforme politique. Qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise la volonté de créer des institutions qui ne soient pas dominées par l'Occident. Ce n'est plus seulement un forum de discussion. Ils ont créé leur propre banque de développement, la New Development Bank. Comme alternative à la Banque mondiale ou FMI. Tout à fait. Ils réfléchissent à des systèmes d'échange dans leur propre monnaie pour contourner le dollar. C'est la matérialisation de l'idée que le centre de gravité économique du monde s'est déplacé et que la gouvernance mondiale doit s'adapter. C'est une façon de dire, voilà, nous aussi, on veut écrire les règles. Ce qui amène logiquement à la question suivante. Face à ces bâtisseurs, ces perturbateurs et ces agents libres, comment réagit l'Occident? L'analyse est assez directe. Son leadership est de plus en plus contesté. Ça ne veut pas dire qu'il a disparu, mais qu'il n'est plus automatique. La position est beaucoup plus complexe qu'avant. Pour les États-Unis, l'analyse montre qu'il reste la seule véritable superpuissance globale, militaire, technologique, financière. Mais Mais la grande différence, c'est qu'ils ne sont plus sans rival. Ils doivent désormais composer avec une Chine qui peut leur tenir tête sur le plan économique et technologique, et une Russie qui peut les défier militairement dans certaines régions. On est passé d'une hégémonie quasi totale à une compétition intense et permanente sur plusieurs fronts. et pour l'Europe? L'image est souvent celle d'une puissance qui a du mal à exister sur la scène internationale. C'est ce qui ressort aussi de cette analyse. Pour l'Europe, l'analyse est encore plus fine. Elle montre une tension permanente entre son poids économique, qui est colossal, Et sa faiblesse politique. c'est ça. D'un côté, un géant économique, un marché de 450 millions de consommateurs. De l'autre, une puissance politique qui peine à parler d'une seule voix. Elle est souvent paralysée par des intérêts nationaux divergents. Le texte prend l'exemple de la politique vis-à-vis de la Chine. C'est parlant. L'Allemagne veut avant tout y vendre ses voitures, la France s'inquiète de la désindustrialisation, et la Lituanie, elle, s'inquiète pour sa sécurité. Résultat, Une cacophonie. une cacophonie qui l'affaiblit et qui en fait un terrain de jeu pour les autres puissances. On arrive alors à la question qui tue, celle que pose l'analyse. Alors qui gagne réellement dans ce nouvel équilibre mondial ? On a tendance à penser en termes de victoire militaire, de domination, mais j'ai l'impression que la réponse est plus subtile, beaucoup plus subtile. Et c'est là que l'analyse est très éclairante pour notre époque. Elle affirme que la victoire n'appartient plus forcément aux plus forts militairement. Ce paradigme est en train de devenir obsolète. Gagner aujourd'hui, c'est autre chose. Si ce n'est pas la force brute, c'est quoi? Quels sont les nouveaux critères de la puissance? Les nouvelles compétences pour réussir dans ce monde VUCA? C'est plus un jeu vidéo complexe qu'un simple match de boxe. C'est une bonne analogie. Le texte met en avant 3 qualités clés. La première, c'est l'agilité, la capacité à s'adapter très vite. La deuxième, l'anticipation, voir où le vent tourne pour se positionner. Et la troisième? Et la troisième, qui est centrale dans ce monde transactionnel, c'est la diversification. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, que ce soit pour l'énergie, les alliances, les partenaires commerciaux.
L'analyse se conclut sur une formule forte. On est passé d'un monde de domination absolue à un monde de rapports de force complexes et mouvants. C'est fascinant. Ça veut dire que la stratégie, la patience, la capacité à manœuvrer sont devenues plus importantes que la puissance brute. C'est une partie d'échec à plusieurs joueurs où chaque coup a des répercussions inattendues. Exactement. C'est une ère qui récompense les stratèges et les diplomates agiles plus que les conquérants. La capacité à construire des coalitions à géométrie variable sur différents sujets devient un atout maître. Moins spectaculaire, mais plus efficace? C'est moins impressionnant qu'un défilé militaire, mais potentiellement bien plus efficace, oui. Alors, si on résume, on a un basculement vers un monde multipolaire, mais surtout transactionnel. Tout ça accéléré par une série de crises. Dans ce monde, on voit coexister une Chine bâtisseuse, une Russie perturbatrice et surtout l'émergence cruciale des puissants intermédiaires, ces agents libres incarnés par les BRICS. Face à eux, l'Occident doit apprendre à composer et l'Europe cherche encore sa voie. Et la clé du succès, ce n'est plus la force pure, mais l'agilité stratégique. C'est une excellente synthèse. Et ça nous laisse avec une question de fond, une réflexion que cette analyse provoque. La stratégie gagnante qui est décrite, c'est celle de ces puissances intermédiaires. Coopérer avec tous, dépendre de personne. Oui, Si ce pragmatisme absolu, cette recherche de l'intérêt au coup par coup, devient la nouvelle norme pour tout le monde, quelle est la conséquence à long terme sur la notion même d'alliance solide? Pour prendre une analogie, c'est un peu comme si dans un groupe d'amis, tout le monde décidait de n'avoir que des connaissances utiles sans jamais se lier par une amitié profonde. ça peut fonctionner un temps, mais Mais peut-on construire quelque chose de stable comme ça? La loyauté géopolitique est-elle en train de devenir une idée du passé au profit d'un opportunisme permanent? Le monde qui se dessine sera peut-être plus équilibré, mais sera-t-il plus prévisible? Rien n'est moins sûr.